l'éducation et je suis aussi la responsable des programmes d'éducation et de protection de la petite enfance au siège de l'UNESCO ici à Paris. Et j'ai le grand plaisir de vous servir aujourd'hui de modératrice pour ce webinaire. Et c'est justement le premier d'une série assez intéressante que nous aurons à poursuivre tout au long de cette année 2026. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter ensemble des défis et opportunités de l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle dans la petite enfance. Et c'est à dessein si nous avons volontairement laissé les termes numérique à intelligence artificielle dans le titre et nous espérons pouvoir avoir beaucoup plus de clarté au sortir de nos discussions. Nous savons tous investir dans l'éducation et la protection de la petite enfance. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'insister encore et encore moins avec un public averti comme vous pour parler de l'importance de la petite enfance. Nous avons les justifications au niveau économique, au niveau donc neuroscientifique, au niveau social, à tous les angles nous pouvons aujourd'hui montrer et nous avons même aujourd'hui les informations également sur le coût de non-action par rapport au secteur de la petite enfance. On le sait aujourd'hui également que le numérique, l'intelligence artificielle, le digital de façon globale, je mets pêle-mêle l'ensemble des mots qui sont utilisés aujourd'hui de façon interchangeable alors que ça ne devrait pas l'être. Mais nous avons aujourd'hui ces outils qui arrivent très tôt dans les familles et qui arrivent de façon accélérée aussi dans les systèmes d'éducation, de protection, de suivi de l'enfance. Certains même parlent aujourd'hui des nouveaux babysitters, surtout pour les tout petits. Il n'est pas rare de voir que ce soit dans les transports, les maisons, un peu partout, des tout petits, à peine qu'ils savent maîtriser leurs gestes graphiques, qui commencent à tapoter sur les écrans pour pouvoir faire avancer les choses. Nous savons pourtant qu'il y a des risques, il y a des avantages, certainement. Et notre rapport, le rapport mondial de suivi de l'éducation, d'ailleurs, le dit très clairement que ces outils ne sont pas neutres. Ils ne sont absolument pas neutres du tout et que c'était important de pouvoir continuer à travailler avec ces outils pour avoir automatiquement les bénéfices sur leur impact qui dépend forcément des cadres politiques, pédagogiques et éthiques qui orientent les sujets. Ma collègue Anna, ici présente, nous entretiendra beaucoup plus en détail sur ces questions-là. Et bonjour Anna. Sans tarder, nous allons commencer nos travaux aujourd'hui et c'est aussi mon plaisir de pouvoir commencer très rapidement sur la première session. Est-ce qu'entre-temps, nous avons des annonces, des éléments qui sont postés dans le chat qui sont importants, Lara, que tu voudrais juste rappeler pour dire qu'est-ce qui a été posté pour qu'on puisse avancer? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de questions postées. Mais s'il vous plaît, si vous avez des questions, postez-les dans le chat et on va pouvoir vous répondre. D'accord. Oui. Et là, nous allons... Nisrine? Bonjour, chère Nisrine. Oui, bonjour Aya, bonjour à tous. Juste une petite précision, en fait, information. S'il y a des personnes qui souhaitent participer au webinaire, il faut les accepter. Je m'adresse à Gilles, je crois. Oui. Je suis en train de les accepter, Gilles. Ok, voilà. Je le fais. Merci. Merci. Nous avons pour l'instant 66 participants. Voilà. Est-ce que tu peux mettre à Chorus, moi, parce que je ne peux pas mis comme Chorus. Très bien. Donc, Gilles et Nina s'attellent à ça et Manon aussi donne un coup de main dans ce domaine-là. Et je voudrais juste terminer sur cette première introduction en rappelant que justement pour cet atelier-là, nous voudrons examiner les opportunités qui sont offertes par le numérique et l'intelligence artificielle, tout en rappelant très clairement leurs limites. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de recul pour pouvoir dire exactement est-ce qu'on est en faveur ou on est en défaveur. Nous avons des cas, nous avons des éléments qui nous parviennent de plusieurs sources et selon des angles différents. La perspective ou la façon dont les choses sont présentées par les gens qui viennent du milieu médical, je parle un peu des gens qui vont recevoir des enfants qui d'une certaine façon sont déjà malades ou addicts,
leurs versions et leurs visions sont complètement différentes des versions et des autres approches ou compréhensions d'autres groupes qui vont essayer de montrer comment peut-être on peut stimuler à travers les couleurs, les changements, etc. L'un dans l'autre, soyons d'accord que nous n'avons pas assez de recul aujourd'hui. Nous n'avons pas assez de recul et c'est pourquoi c'est important d'écouter avec des experts qui ont des données, qui ont des informations sur ce que nous avons par rapport à ça. Et sans tarder, nous allons vous inviter encore une fois à fermer vos micros et à donner la place maintenant à Mercedes pour son intervention. Chère Mercedes, à toi. Merci beaucoup, chère Rokhaya, chers et chers collègues. C'est un grand plaisir de participer dans cette session et de partager ces moments avec vous. Je suis très heureuse d'être ici avec des collègues du programme d'éducation et de la protection de la petite enfance de l'UNESCO, de Jean Report, de GEM Report, ainsi qu'avec des membres de l'OMEP de différents pays du monde. Cette diversité d'expériences et de regards est une véritable richesse pour notre réflexion collective. Je voudrais commencer par une précision importante. À l'OMEP, nous ne sommes pas contre la technologie ni contre l'intelligence artificielle en tant que telle. Nous reconnaissons le potentiel pour soutenir certains apprentissages, enrichir de pratiques pédagogiques et accompagner le travail des éducateurs et des enseignants. Mais nous affirmons aussi très clairement que la technologie n'est jamais neutre et qu'en petite enfance, plus que dans tout autre niveau éducatif, les conditions d'usage sont décisives. Depuis plusieurs années, l'OMEP est engagé dans la réflexion continue sur les liens entre numérique, intelligence artificielle et éducation et protection de la petite enfance. Ces travaux s'appuient dans des cadres internationaux clairs. La Convention relative aux droits des enfants, l'Observation générale 25, la Déclaration de Tachkent et les analyses de le rapport de GEM, non? Le message est très simple. Le numérique n'est ni une solution universelle, ni une garantie automatique d'amélioration des apprentissages. Il ne peut contribuer positivement à l'éducation que s'il est intégré dans des cadres politiques, pédagogiques, éthiques solides, fondés sur les droits humains, l'équité et l'intérêt supérieur de l'enfant. En petit enfant, cela est fondamental, car nous parlons d'une période fondatrice du développement humain. Notre défi n'est donc pas d'exposer les enfants toujours plus tôt à des technologies de plus en plus puissantes. Notre défi est éduquer et déprotéger à la montant. Cela signifie garantir des environnements riches en jeux, en relations humaines, en expériences vécues. Le jeu libre, l'interaction avec d'autres enfants et avec des adultes attentifs, le contact avec l'environnement naturel, la découverte de la culture, de langage, des expressions artistiques, de traditions locales sont des piliers irremplaçables du développement global de jeunes enfants. C'est dans cette interaction corporelle, sociale, affective et culturelle que les enfants construisent le langage, la curiosité, le pensée critique, la créativité, la coopération et le sens. Et ce sont précisément ces compétences fondamentalement humaines qui leur permettront plus tard d'interagir de manière éclairée et responsable avec l'intelligence artificielle, plutôt que de la subir. Une intelligence humaine forte, enracinée dans le jeu, la relation et la culture est la meilleure condition pour l'usage juste de l'IA.
Dans le même esprit, je souhaite insister sur le rôle central des éducateurs et des enseignants. Ils ne doivent jamais être remplacés par les outils numériques, mais ils peuvent, s'ils sont accompagnés et formés, apprendre à utiliser certaines technologies avec discernement au service des projets pédagogiques qui préservent le jeu, la relation, l'exploration et la créativité. Cela suppose de politiques publiques claires, de cadres de régulation, une protection forte des données et de la vie privée et un réel soutien au travail éducatif. Nous savons aussi que l'usage massif et non régulé de le numérique et de la IA peut aggraver les inégalités, affaiblir les relations sociales et réduire l'éducation à une vision trop étroite des apprentissages. C'est précisément ce que nous devons éviter. C'est dans cette perspective que s'inscrit le travail de l'OMEP, en étroite coopération avec l'UNESCO, articuler données probantes, cadres normatifs et expériences de terrain. Pour conclure, je dirais ceci. La question n'est pas de savoir si la technologie et l'intelligence artificielle ont leur place dans l'éducation de la petite enfant. La vraie question est à quelles conditions, dans quel cadre et au service de quel projet de société. À l'OMEP, nous défendons une vision humaniste et inclusive dans laquelle la technologie peut être un levier, mais ne se substitue jamais aux gens, aux relations humaines et l'environnement naturel, à la culture et au sang. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, chère Mercedes, pour ce cadrage très, très important et surtout ce rappel sur l'ancrage nécessaire par rapport à cette approche droit, à cette approche humaniste et également les éclairages donc sur déjà plus ou moins les éléments importants à tenir en compte. Toutefois, là, je vais passer la parole maintenant du point de vue de la recherche. Comme on le disait tout à l'heure, nous n'avons pas suffisamment de données, mais nous avons des acteurs qui s'attellent à faire avancer vraiment la réflexion et à intégrer ces dimensions dans leur pratique de tous les jours en tant que chercheur. Ça sera le cas donc du professeur Mano. Mais ce que Mercedes vient de dire également et en introduction à Mano, ça nous permettrait de réaffirmer sans équivoque. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra réaffirmer toujours que dans le domaine de la petite enfance, il y a toutefois un principe qui est non négociable. La technologie ne remplace et ne remplacera jamais la relation humaine, ni le jeu, ni l'interaction sociale. Et ces éléments sont au cœur de l'apprentissage. Et là, nous allons voir concrètement comment ça s'inscrit dans le cadre de la formation et également de la recherche. Et professeur Mano, donc de l'Université du Québec à Montréal, va nous entretenir de ce sujet. Mano, à toi. Merci infiniment, Rokhaya. Merci à l'UNESCO. Merci à l'OMEP France, l'OMEP Maroc. Merci à Mercedes qui vient de parler de façon très, très juste, de nous diriger, de nous donner des lignes directrices. C'est vraiment intéressant. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Comme le disait Rokhaya, donc, je m'appelle Manon Boily. Je suis professeure titulaire à l'Université du Québec à Montréal et présidente de l'OMEP Canada. Donc, afin de favoriser notre réflexion, je vous présente aujourd'hui brièvement les constats issus de 2 recherches portant sur l'intelligence artificielle et le numérique à l'éducation préscolaire. Donc, l'intelligence artificielle offre un potentiel important, comme nous le rappelle l'UNESCO, pour relever plusieurs défis de l'éducation au 21e siècle en soutenant l'innovation pédagogique et en contribuant à l'atteinte de l'objectif de développement durable 4. Toutefois, son intégration soulève des enjeux, comme nous le disait Mercedes. Examinons brièvement 2 recherches en mettant en lumière l'innovation pédagogique que l'IA peut apporter tout en soulevant les enjeux qu'elle suscite.
Donc, deux axes de recherche émergent en lien avec l'intelligence artificielle en petite enfance. Le premier, enseigner et apprendre sur l'IA, dont l'objectif est d'introduire à la culture de l'IA. Le deuxième, enseigner et apprendre avec l'IA, propose des objectifs pédagogiques pour enrichir les expériences des enfants. En ce qui concerne la perspective enseigner et apprendre sur l'IA, Yang et ses collaborateurs ont examiné un projet d'enquête co-construit par les enseignants et les enfants de 5 ans d'une école maternelle de Hong Kong qui ont utilisé divers agents de l'IA afin de résoudre une problématique quotidienne liée au tri des déchets de l'océan. Et là, ça fait écho à ce que Mercedes nous disait, donc pourquoi utiliser l'IA? Le but était de les initier, bien sûr, à tout ce qui concerne la protection de l'environnement, mais également, le but était de les initier aux concepts fondamentaux de l'IA. En jouant avec l'application pour Océan sur iPad, les enfants ont été sensibilisés au fait que les ordinateurs peuvent apprendre à partir de données d'entraînement. Puis, ils ont entraîné le robot à catégoriser les poissons et les déchets afin de nettoyer l'océan. Là, ici, on parle d'enfants de 5 ans. À travers le projet, les enfants ont acquis des connaissances sur la culture de l'IA, ce qui leur a permis de mieux comprendre son potentiel pour résoudre des problèmes du monde réel. Ils ont développé une compréhension critique de l'IA ainsi que de ses limites, notamment les biais que pouvait avoir l'IA. Ils ont été sensibilisés à la pensée informatique qui est essentielle pour comprendre comment les ordinateurs et les algorithmes peuvent être mobilisés pour résoudre des problèmes. Ils ont également été encouragés à développer d'autres compétences, comme nous le disait Mercedes, du 21e siècle, telles que la créativité, l'esprit critique et la culture numérique. Parmi les enjeux, il y en a plusieurs, j'en ai choisi un. Alors, parmi les enjeux suscités se trouve le fait que les apprentissages réalisés, en particulier le développement de certaines formes de pensée, telles que la pensée informatique, soulèvent une question d'équité et nous amènent à nous poser la question suivante: tous les enfants auront-ils la possibilité de développer ces formes de pensée dans un monde où l'IA prend une place croissante à l'intérieur d'un contexte où la fracture numérique et les inégalités sociales demeurent préoccupantes pour les enfants issus de milieux défavorisés. En ce qui concerne la perspective enseigner et apprendre avec l'IA, Lee et ses collaborateurs proposent plusieurs activités d'apprentissage réalisées à l'aide d'un robot humanoïde doté d'IA, avec lequel les enfants peuvent chanter et danser en programmant des séances de chant accompagnées de chorégraphie. Les enfants peuvent également bénéficier d'un espace d'échange avec le robot où ils sont encouragés à parler de leur quotidien et à partager leurs émotions. Ils sont aussi invités à participer à des séances de narration interactive animées par le robot qui permet aux enfants d'interagir avec les personnages et de participer activement à l'intrigue. Parmi les apprentissages potentiels à considérer, on souligne le développement de la pensée informatique, notamment grâce à la programmation, l'amélioration des compétences en communication verbale, le développement social et émotionnel. Parmi les enjeux, on met en lumière le coût élevé de cette technologie, le fait que les enseignants devront bénéficier d'une formation pour utiliser les différentes ressources en IA et accompagner efficacement les enfants. Et par ailleurs, les chercheurs soulignent que bien que les activités réalisées avec l'IA peuvent enrichir les apprentissages, les expériences d'apprentissage, dont celles du domaine socio-émotionnel, l'IA ne doit en aucun cas remplacer les interactions humaines. Donc, j'espère que ces recherches pourront alimenter notre réflexion aujourd'hui. Merci pour votre attention. Donc, pour cette présentation des travaux de recherche qui est très, très intéressante et qui nous donne justement donc des faits
réels basés sur l'observation, sur des orientations. Et ceci nous permettra d'aller directement sur notre intervenant suivant, qui est Gilles, le président, Gilles Petro, qui est le président de OMEP France. Et effectivement, j'apprécie aussi toutes les personnes qui sont en train d'applaudir pour Mano pour cette brillante intervention. À toi, Gilles. Très bien, merci. Merci, Rokhaya, pour de me donner la parole. Je m'inscris évidemment dans les perspectives qui ont été tracées, en particulier par Mercedes. D'abord, pour faire de simples constats, tu peux avancer, c'est que les sociétés ont toujours recherché à intégrer, en définitive, à faire que les technologies qui sont en cours dans une société pénètrent à l'école. Il y a une interrelation et il est normal que l'école vive un petit peu au vie des sociétés qui les portent. Donc, et on le voit, j'ai mis 2 exemples qui sont déjà assez anciens. À gauche, on a une image qui a été prise en France d'un petit enfant qui est en train de faire un exercice, non pas sur un tableau blanc ou noir ou sur une feuille, mais sur un tableau blanc interactif, un exercice de graphisme tout simplement. Et on voit à gauche les tablettes qui sont à disposition. On voit qu'il y a une vie numérique qui est dans cette classe. Et puis à droite, c'est une photo que j'ai prise il y a plus longtemps, il y a plus de 10 ans maintenant, 13 ans, en Nouvelle-Zélande, où on avait déjà des outils numériques qui étaient pour informer la communauté éducative. Et on voit que ça se met dans un milieu où on a plein de petites photos partout, on a beaucoup de matériaux concrets, mais on a aussi cet objet qui est présent. Donc, c'est depuis longtemps présent et elle pénètre dans nos écoles. Mais ce qui est important, c'est que je crois que c'est d'abord les enseignants qui font que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. C'est la capacité des enseignants à intégrer ces nouvelles technologies qui font qu'elles sont présentes ou pas. Alors, aujourd'hui, pour moi, il y a deux grands enjeux qui existent pour la petite enfance. Le premier de ces enjeux, c'est celui de la miniaturisation des écrans, qui font que les appareils sont de plus en plus personnels et isolent de plus en plus chacune des personnes dans leur univers. C'est-à-dire les parents eux-mêmes, quand on a tous l'expérience des transports en commun, où on voit des parents qui sont absorbés dans leur téléphone et qui ne parlent pas à leurs enfants qui les appellent. On a tous des exemples d'enfants qui sont de 2 ans, qui sont rivés sur des écrans et qui regardent et qui n'arrivent pas à faire autre chose et qui hurlent si on leur enlève leur objet transitionnel, peut-être cette fois-ci, je ne sais pas. Donc on a cette question de la miniaturisation des écrans qui coupe d'une certaine façon les interactions avec l'environnement et qui peut constituer un handicap assez important, notamment en matière d'accès au langage, d'accès aux interactions et même d'accès au monde, tout simplement, parce qu'on est sur un monde qui est un monde fictif. Le deuxième grand enjeu, c'est celui de l'intelligence artificielle. On y viendra plus en détail avec la question de l'impact sur les connaissances que ça peut avoir et sur la réalité, sur le rapport à la réalité. Qui pour moi est une question fondamentale. Comment on articule cet nouveau mode d'accès au savoir. Alors, je vous ai mis à droite une petite note d'information qui a été faite sur une expérience en France. C'est une enquête. Alors, c'est une enquête intéressante parce qu'elle porte sur. Elle a été faite, elle est de l'an dernier, donc elle est très récente, et elle porte sur 35 000 enfants. Donc, c'est pas tout à fait rien. Donc, je l'ai mis en français et en anglais, mais il y a un certain nombre de conclusions. Tu peux avancer, Mbayang. Voilà. Les risques liés aux écrans, donc l'isolement des enfants, on en a parlé, mais l'étude sur les 35 000 enfants âgés de 3 à 4 ans, ce sont des enfants de petite section, 3 à 4 ans. Donc, 75% des élèves de maternelle regardent ou jouent sur des écrans. 75%, c'est pas un épiphénomène. 45% ont un point d'accès numérique dédié et 15% ont leur propre tablette. Un enfant sur 2 a accès des écrans pour regarder et 1 sur 10 pour jouer. Et on voit bien que la question de regarder quelque chose ou de jouer, ça n'a pas le même statut du tout. Donc l'usage que l'on fait des écrans est évidemment important. Quelque chose de tout à fait contre-intuitif pour moi. Parmi les enfants d'ouvriers non qualifiés, 21% possèdent une tablette contre 7% des enfants de cadres ou de dirigeants d'entreprise. Et on a la même proportion de 1 à 3 pour ce qui est de l'usage de la tablette tout seul pour jouer. On a la même proportion de 1 à 3. Donc, on va dire que les enfants les plus exposés aux écrans sont en fait les enfants les moins favorisés sur le plan social. Les enfants qui jouent régulièrement sur des écrans pendant les jours d'école, il y a une répartition importante en France avec les 4 jours d'école, ont des scores linguistiques inférieurs de 22 points d'écart type. Donc, des écarts extrêmement lourds en matière de capacité langagière. Et puis les scores, alors par contre, un petit lueur d'espoir, les scores des élèves qui jouent régulièrement sur des écrans en dehors des jours d'école sont supérieurs
à ceux des élèves qui jouent jamais ou presque jamais. Donc, le jeu n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. La question, c'est de savoir comment il s'intègre dans la vie d'un enfant. Tu peux avancer, Mayang, la même chose. Alors, j'ai mis en anglais, je suis désolé parce que c'était un petit peu trop long tout ça, mais vous auriez. Voilà. Donc, on peut continuer. Les promesses et illusions de l'IA. Alors, moi, je me suis appuyé beaucoup à un livre que je trouve passionnant, Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme de Daniel Handler, qui est un livre tout à fait passionnant, qui met l'accent, alors de façon très détaillée, je vais le dire à la hache, globalement, mais le problème de l'IA, c'est que c'est un faux jeu, c'est un faux moi, c'est une fausse personne, c'est un point de vue de nulle part. Parce que c'est un assemblage d'avis, d'opinions, d'éléments dont on ne sait pas comment ils sont assemblés et qui se présentent comme un jeu. Vous interrogez l'intelligence artificielle, elle dit jeu. C'est typique d'un embrayeur linguistique, mais un jeu qui ne renvoie à personne. Et ça, je crois qu'il faut en être absolument conscient, dire que c'est une entité qui ne pense pas, qui ne sent pas, qui n'a pas d'intention particulière, donc qui ne peut pas créer d'œuvres d'art ou de choses comme ça. Hein. On est bien sur le faux jeu qui est véritablement une des caractéristiques. Il ne faut pas se laisser tromper par cette illusion d'une personnification qui n'est qu'un espèce de patchwork protéiforme. Le rapport à la réalité est sans expérience. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de limite. C'est le vraisemblable qu'il y a lieu de vrai. Et à ce moment-là, tout est possible. Rien n'est impossible. Hein, et je rappelle régulièrement une citation de Jacques Lacan, un célèbre psychanalyste français, qui dit « La réalité, c'est quand on se cogne ». Et quand on ne se cogne pas, eh bien, on n'a pas l'expérience de la vie, on n'a pas l'expérience de la réalité, et on est dans une illusion d'un monde qui n'est pas le monde réel. Donc, l'intelligence, j'ai repris une phrase d'Andler, l'intelligence est la capacité d'un individu à s'adapter à des situations. Et ce n'est pas des problèmes. L'intelligence artificielle crée des problèmes. Elle ne traite pas des situations qui supposent un corps dans un espace avec une sensibilité. La pensée critique est plus que jamais nécessaire dès lors qu'on a l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, on prend évidemment les droits de l'enfant comme boussole pour conduire nos analyses. Et qu'est-ce qu'on a à faire dans une classe? D'abord, si on veut utiliser correctement le numérique et l'intelligence artificielle, il faut avoir le souci de développer l'enfant en tant qu'individu. Ça veut dire le droit de connaître ses parents, faire que les parents aient une place à l'école, faire qu'ils soient reconnus, qu'ils soient invités, qu'ils soient informés. Le droit à une identité, tous les petits panneaux qu'on voit fleurir sur les anniversaires, les noms des enfants, les choses comme ça, le reconnaître en tant que personne dans un espace commun, un espace scolaire. Le droit à l'expression, en organisant tout un ensemble d'activités où on l'écoutera, on parlera avec les enfants et on ne parlera pas aux enfants. Et puis, travailler la question de la reconnaissance d'autrui. Il faut que l'enfant ait le souci du dialogue avec ses pairs, avec l'adulte, avec les autres, et qu'il reconnaisse les autres et le monde. Construire la personnalité de l'enfant, apprendre la pensée critique et promouvoir la diversité. On a tous ces effets de biais qui étaient tout à l'heure indiqués par Manon en particulier, et puis par Mercedes aussi, tous les biais de l'intelligence artificielle ou de l'usage du numérique qui peuvent être discriminatoires sous beaucoup d'aspects. Il faut qu'on y veille là-dessus. Et puis sensibiliser aux limites du numérique, hein, dire voilà, on l'utilise, mais on sait que ça a des limites. Préparer les éducateurs à intégrer le numérique et l'IA, ça veut dire apprendre à travailler avec les technologies, communiquer avec les parents, les réseaux contrôlés, utiliser en classe, former à la gestion administrative, les enseignants ont toujours une partie de gestion administrative, apprendre à utiliser l'IA, donc les précautions, vérifier ses sources, être conscient des préjugés culturels, de la confidentialité qu'il y a à avoir. On étale publiquement tout un ensemble de choses dont on ne sait qui en sera fait. Et puis la question de la propriété intellectuelle, qui est quand même posée très indirectement, puisqu'on pioche dans le Internet comme si tout nous appartenait. Et évidemment, il y a une petite question qui se pose sur la création en particulier. Et je dis qu'il faut passer de la fascination à la prudence au sens philosophique du terme, pour être politiquement prudent. Quelle politique publique? On attend une régulation. Est-ce qu'on met des règlements, des lois ou des règlements pour limiter l'utilisation? C'est plus ou moins efficace.
c'est quelquefois nécessaire. L'interdiction du téléphone portable au volant, c'est arrivé très vite. Les oreillettes pour les vélos et autres motos, c'est arrivé également. C'est pas forcément respecté. Mais en tout cas, ça permet d'attirer l'attention des citoyens sur cette question-là. Prendre en compte l'énumération d'enfance et puis réduire la fracture numérique en développant des équipements pour les écoles, pour les enseignants et puis en n'oubliant pas la formation. En conclusion, le numérique a une profonde influence sur nos sociétés, mais les buts de l'éducation restent bien les mêmes. Il s'agit de favoriser le développement d'enfants pour qu'ils deviennent des citoyens libres et éclairés. On va dire globalement, il y en a d'autres, mais celui-ci me paraît important. Les enseignants ont su intégrer les précédentes évolutions technologiques, donc on peut leur faire confiance, mais le chantier là continue d'être immense et il faut que nous restions prudents dans la façon d'avancer. Merci à vous. Et merci beaucoup, Gilles. Merci également pour ces apports d'information, ces éclairages. Et on aura noté surtout cette volonté de mettre à la fois des éclairages sur le numérique en tant que grand monde et également une différence qu'il a essayé d'apporter sur l'intelligence artificielle qui s'appuie justement sur le numérique pour être ce compagnon, ce secrétaire virtuel, assistant et qui est là et pour malheureusement lequel parfois il y a des événements très avantageux mais également peut-être des choses qu'il faudra revoir. Nous venons d'entendre la perspective de la société civile qui nous a donné à la fois des informations recueillies sur le terrain qui est dans son rôle de lanceur d'alerte, de plaidoyer. Nous avons aussi entendu la voix de la recherche qui est venue aussi nous dire exactement qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Nous allons maintenant faire place à Anna, ma collègue, qui vient également du rapport mondial de suivi de l'éducation et qui va aujourd'hui aussi nous partager ce qui a été consigné dans ce gros document, dans ce grand rapport mondial sur la technologie dans l'éducation et particulièrement qui sert aujourd'hui de repère, d'orientation pour les décideurs politiques. Donc, qu'est-ce qui aide aujourd'hui à la prise de décision? À toi, Anna, la parole. Merci beaucoup, Rokaya. Vous m'entendez, j'espère, et que vous voyez aussi mon écran. Merci beaucoup au MEP France, à Gilles Mercedes, et merci beaucoup à l'UNESCO. Donc, vous êtes tous là, à nos collègues de l'UNESCO et aussi au MEP Maroc pour l'organisation de ces webinaires qui est très intéressant déjà pour les sujets qu'il aborde. Et donc, en fait, justement pour cette raison, je voudrais, avant de commencer, dire que ma présentation vraiment offre un cadrage en se concentrant surtout sur les enfants et les numériques, l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, je pense, et ça c'est peut-être pas seulement les points de vue du rapport mondial de suivi de l'éducation, mais aussi une considération un peu plus personnelle. Je pense que c'est vraiment, il y a des recommandations, il y a des problématiques qui peuvent concerner les éducateurs, qui peuvent concerner les décideurs politiques et ils sont communes à tous ces acteurs et éducateurs, tant à tout niveau d'éducation, en ce qui concerne l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle, mais il y en a d'autres qui sont vraiment plus spécifiques à ces tranches d'âge qui est vraiment touchée de plein fouet par l'expansion du numérique et de l'intelligence artificielle. Et en fait, je pense qu'il est très important parce que comme on sait, on en entend parler beaucoup, mais les cerveaux des enfants à cet âge, c'est une éponge. Et en fait, nous ne sommes pas contre la technologie, nous ne sommes pas contre le numérique dans l'éducation, mais il faut s'avouer qu'il y a quand même des risques très importants et il y a de plus en plus de recherches qui montrent qu'en en utilisation accrue, en exposition accrue des enfants dans ces tranches d'âge, on parle des petites enfances, donc souvent on parle des enfants entre 0 et 3 ans et aussi plus, mais aussi dans l'âge du préscolaire. Et ça peut avoir vraiment des effets sur les cortex cérébrales, en fait. Il y a eu des études qui ont montré des effets forts sur le développement du cerveau et sur le développement, quand on analyse la situation, par exemple, même des mères pendant la des mères à venir, donc pendant la grossesse et ensuite. Donc, voilà.
comme les GEM Report l'a montré, la technologie, on le sait très bien, il a offert un bouée de sauvetage à l'éducation pendant la Covid 2019. On sait très bien qu'il y a eu un moment où la scolarité était très perturbée et interrompue. Et il y a eu 180 millions d'enfants qui ont vu des interruptions ou des perturbations dans leur scolarité. Alors, c'est ce qui a eu comme effet, quand on parle de numérique, une institutionnalisation accélérée de l'enseignement à distance. Et par exemple, avec plusieurs méthodes. Par exemple, il y a eu un programme d'éducation à distance par WhatsApp qui a été mis en place par 1,7 million enfants défavorisés qui permettait de transmettre à vraiment des jeunes enfants des activités d'instruction à domicile. C'est surtout, en fait, il y a eu plusieurs effets qui vont au-delà de l'éducation, mais qui parlent d'isolation aussi, d'isolement des enfants qui sont dus à la fermeture des écoles maternelles qui ont vraiment perduré longtemps. En moyenne, les écoles maternelles ont fermé pendant 78 jours en 2020, en allant des 46 jours dans les pays à revenus élevés à 122 jours dans les pays à revenus intermédiaires inférieurs, ce qui a eu des conséquences très importantes sur le développement des enfants. Et en fait, on ne peut pas faire un constat qui peut se généraliser parce que ça dépend vraiment de la situation familiale. Ça dépend aussi de l'implication des parents dans l'éducation des enfants. Comme je l'ai dit, donc, la technologie offre cette bouée de sauvetage et peut soutenir l'apprentissage à distance sous condition. Sous condition, ça veut dire que ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, il y a eu des exemples. Par exemple, ici, vous voyez une école par correspondance néo-zélandais qui a offert et offre des services d'éducation à la petite enfance à 87% des élèves vivant dans des zones isolées et très isolées. Il y a des programmes accélérés dans les Tonga qui comprend la délivrance de leçons multimodales à distance euh, à partir de l'éducation au niveau de la petite enfance, juste au niveau de l'enseignement secondaire. Mais on ne parle pas que de ça, en fait. On parle du fait que l'utilisation excessive de la technologie met en danger le bien-être physique et mental des enfants, mais pas seulement des enfants, des adolescents et des jeunes, et peut-être aussi des adultes. Et ça a été montré. D'ailleurs, on voit très bien les niveaux de stress mental auxquels les jeunes sont confrontés maintenant. Euh, donc, au-delà des effets positifs, il y a des effets négatifs qui ont été mis en exergue par le rapport mondial de suivi de l'éducation en 2023 sur la technologie dans l'éducation. Premièrement, comme je le disais en début de séance, un impact sur le développement. Euh, il y a eu des études qui ont montré, par exemple, ça c'est le cas en Alberta, les temps d'écran plus élevés à 2 et 3 ans étaient liés à un développement plus faible à 3 et 5 ans. Et ceci a été montré avec une analyse du cortex cérébral, mais aussi vraiment de ce qui est vraiment le développement du cerveau. L'exposition aux écrans, Gilles l'a dit, on le sait très bien, suite surtout à la COVID, il y a eu une espèce de généralisation. En fait, souvent, c'était parce que les parents ils devaient quand même jongler un peu entre le travail et l'éducation des enfants, les faits que les enfants étaient à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on a fait souvent? On a donné un téléphone, une tablette, on les a mis devant la télé, etc. Et en fait, il y a eu plusieurs études qui ont essayé de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont montré qu'un temps élevé passé devant les écrans pendant la petite enfance est aussi, dans ces cas-là, lié à un développement cérébral plus faible et des compétences sociales et linguistiques plus faibles. Et en même temps,
malgré tout ça, on assiste tous les jours à des nouvelles qui nous disent que les niveaux d'exposition aux écrans et en général la technologie a augmenté. Et en fait, par exemple, il y a eu une enquête sur les temps d'écran pour les enfants de 3 à 8 ans en Australie, en Chine, en Italie, en Suède, au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui ont montré une augmentation quotidienne en moyenne de 50 minutes. Et ces augmentations étaient plus importantes en statut socio-économique familial, des parents plus bas. Les enfants, dès l'âge de 6 mois, sont exposés régulièrement à des écrans, à des tablettes et souvent, qui servent souvent, comme je le disais, la fonction de tétine en fait. C'est qu'on utilisait avant, on donnait un biberon. Maintenant, pour calmer les enfants, on leur donne des tablettes et des jouets de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'au début, je disais, il faut quand même distinguer les publics auxquels on s'attaque pendant ces webinaires. C'est qu'en fait, c'est des jeunes apprenants. Et il faut distinguer entre les potentiels de l'intelligence artificielle et les risques. Alors, pourquoi je voulais faire ces points? Parce que quand on parle d'intelligence artificielle pour ces publics, on ne va pas parler des ChatGPT, hein. On va pas parler des choses hyper complexes. On parle souvent aussi au-delà des écrans, ce n'est pas nécessairement de l'intelligence artificielle, mais on parle des jouets. On parle des compagnons d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus intégrés dans les environnements de jeux et d'apprentissage. Et ces systèmes peuvent offrir des possibilités d'interaction tout en imitant les relations humaines sans garantie de développement des enfants. Et les risques auxquels et ces compagnons exposent les enfants incluent la dépendance, l'absence de garde-fous significatifs et les déplacements des véritables interactions sociales qui sont cruciales pour un développement dans la petite enfance. Donc, c'est ça Anna, qui est très important. Et les applications d'intelligence artificielle dans l'apprentissage durant cette période soulèvent donc des préoccupations qui sont tant au niveau physique, mental, socio-émotionnel, similaires aux dommages, aux potentiels risques qui sont associés au temps d'écran excessif. Et on se rend compte quand on regarde la réglementation, donc les normes, la législation, c'est que ils ne sont pas suffisants. Ils ne garantissent pas nécessairement la sécurité des jeunes enfants. Alors, Anna, tu pourrais oui, s'il te plaît oui, accélérer un peu, oui. oui. Donc, en fait, ces jouets, ces compagnons entrent rapidement dans la vie des enfants. Ils sont destinés à divertir, à éduquer, à conforter. Ils promettent une interaction conversationnelle, mais contrairement aux jouets traditionnels, par exemple, beaucoup enregistrent, stockent, apprennent de la parole des enfants, qui soulèvent des préoccupations en matière de vie privée, on l'a vu. Et les cadres réglementaires ne sont pas assez développés actuellement pour faire face à cette développement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette interaction aussi, ces jouets, ces compagnons peuvent créer des illusions de connexion sociale, tandis que l'apprentissage durant la petite enfance repose sur de vraies interactions qui influencent et boostent la créativité, la communication, le développement des enfants. Et tandis qu'en fait, cet attachement parasocial, en fait, avec l'intelligence artificielle, peut brouiller les frontières entre relations réelles et simulées. Donc, voilà. Et ce qu'on a vu quand je parle de réglementation qui n'est pas suffisant, on avait regardé en 2023 combien de pays interdisaient l'usage des téléphones portables en classe. Et on avait vu qu'à la fin de 2023, 30% des pays étaient en train de faire ceci. Alors, on a refait ça cette année. On a continué les suivis. On a vu quand même qu'il y a un peu plus de pays qui ont mis en place une réglementation. Et souvent pour les enfants plus grands et souvent à partir du primaire et même du secondaire. Donc, en fait, pour conclure, je pense qu'il est très important de se poser les 4 questions
que le rapport GEM a proposé pour le déploiement de la technologie dans l'éducation, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont appropriés, est-ce qu'ils sont durables, est-ce qu'ils sont équitables, est-ce qu'ils peuvent être mis à l'échelle. Et finalement, en fait, la recommandation que le rapport a donnée, et je pense que ça s'applique aussi dans ces cas-ci, c'est qu'il faut placer les intérêts des apprenants de tout âge au cœur d'un cadre fondé sur les droits de l'homme, se concentrer sur les résultats d'apprentissage et pas sur les produits technologiques. Et la technologie numérique et à plus grande raison l'intelligence artificielle ne devrait pas être un substitut, mais un complément à l'interaction humaine. Et il faut vraiment avoir une responsabilité partagée entre éducateurs, régulateurs, parents et industrie qui est vraiment importante dans ces cas-là pour la sécurité des enfants. Merci. Merci beaucoup, chère Anna, pour cette présentation très, très intéressante, donc riche en données, très factuelle et qui justement aide certainement a déjà aidé et continue à aider les décideurs politiques dans les prises de décision et surtout sur la nécessité d'investir aussi dans ces nouvelles technologies. Maintenant, nous allons passer à la deuxième masse de ce webinaire. Et je ne sais pas si j'oserais faire comme avait fait un journaliste dans mon pays, qui, après avoir présenté les informations donc, sur l'agenda du président de la République, le communiqué de Conseil des ministres, s'est permis de dire « Maintenant, passons aux choses sérieuses ». Et passons aux choses sérieuses, ça lui a valu de ne plus être du tout visible sur l'écran. Parce que s'il n'y a pas plus sérieux que le communiqué de Conseil des ministres, et moi j'ai envie quand même de plagier un peu ce journaliste en disant nous avons eu, mais par contre je dis passons aux autres choses concrètes, je ne dis pas plus sérieuses, parce que ce que nous avons entendu c'est très très sérieux et là nous allons voir concrètement comment tout ceci, ce que Anna vient de nous dire, Gilles, Mercedes et également Mano, comment les pays se l'approprient, comment ça se présente exactement dans la pratique de tous les jours. Comment? Et nous allons commencer par mon amie Nesrine qui va nous entretenir de ce qui se passe au Maroc avec les nouvelles technologies et la FNPS. Nesrine, à toi. Oui, merci beaucoup, Rokhaya. Si vous voulez bien me donner quelques petits instants pour partager mon écran. Oui, c'est là. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, on arrive à le voir. Super. Ma présentation pour exactement, j'ai juste essayé de mettre en mode diapo. Oui, c'est pas grave sinon parce qu'on sait que ça, voilà, ça va beaucoup mieux maintenant. Super, et ça avance. Voilà, les slides bougent. Est-ce que vous arrivez à voir la deuxième slide quand je... Il a parfaitement dompté. Oui, bien. Super. C'est juste pour démarrer. Bien. En tout cas, je souhaite vraiment remercier l'ensemble des participants à ce webinaire, bien sûr, les organisateurs, ma chère Amie Rokhaya, Gilles, Mercedes et bien sûr tous les speakers et les intervenants avant. Et je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit pour aussi vous dire, nous, comment on a réfléchi à toute cette question d'intégration du numérique et de l'IA. Et je peux vous dire qu'en IA, nous ne sommes pas encore très avancés, un peu pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Alors nous, qu'est-ce qui s'est passé, un peu l'historique, comment on s'est retrouvé un peu à réfléchir à cette question d'intégration du numérique? Deux choses fondamentales. Je vais reprendre les chiffres dont Gilles a parlé. Le nombre d'enfants qui sont exposés déjà aux écrans, au numérique, indépendamment qu'on décide ou pas d'intégrer le numérique dans les écoles. Ça nous a fait réfléchir, est-ce qu'on doit rester en dehors de ce qui se passe ou on doit intégrer et embrasser ces nouvelles technologies? Et d'un autre côté, ça a aussi été cité, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Et nous, on a réfléchi comment est-ce qu'on peut assurer sur cette continuité pédagogique, cette proximité avec les enfants, parce qu'au début, tout le monde pensait que ça allait être une semaine, 2 semaines, et après, on s'est retrouvé avec une longue période. Donc, tout ça, ça nous a fait réfléchir
à l'intégration un peu de plus en plus structurée du numérique dans nos activités, mais vous allez voir comment et à quelle dose surtout nous l'avons fait. Donc, je rappelle, si vous permettez, que je parle au nom de l'OMEP Maroc, en tant que vice-présidente OMEP Maroc, et je vais me pencher sur quelques expérimentations que la Fondation marocaine du préscolaire, qui gère aujourd'hui 70% du préscolaire public au niveau du Maroc, comme expérience, c'est un peu parlant au vu du réseau important que nous gérons aujourd'hui au Maroc. Donc, je rappelle, et là aussi ça a été dit, mais c'est très important de le souligner, que le préscolaire, c'est d'abord une étape où il faut assurer le développement cognitif, social, émotionnel et relationnel des enfants et qui est en pleine construction durant cette étape. Il faut revenir à ces choses qui sont essentielles parce que l'intégration de l'IA doit se faire tenant compte de ces choses de ces éléments qui sont très, très importants. Donc, pour rappel, le jeu, les interactions humaines occupent une place importante et centrale dans le préscolaire et on ne peut pas parler de développement sain de l'enfant si ces interactions ne sont pas sauvegardées. D'où disons, la place un peu délicate qu'occupe l'intégration du numérique et de l'IA dès ce jeune âge des enfants. C'est vrai, et comme ça a été souligné, l'intégration du numérique et de l'IA peut être une bonne chose et positive si elle permet de renforcer ces éléments, si elle permet de renforcer le jeu, si elle permet de renforcer les liens émotionnels, relationnels, si elle permet de renforcer le lien que l'éducateur a dans la classe et le rôle de médiateur qu'il joue au niveau de la classe. Elle doit, et je reviens aussi à ces 4 questions fondamentales qui ont été posées par Anna, qui sont très importantes. Est-ce qu'on est capable, est-ce que ces outils vont permettre de garantir l'équité et l'inclusion de tous les enfants? Si l'IA va permettre effectivement d'assurer cela, c'est un bon outil. Sinon, il y a le risque qu'au contraire, elle fragilise l'ensemble de ces éléments. Donc, notre vision par rapport au numérique et à l'IA est très simple. On doit continuer à pouvoir garantir un préscolaire de qualité qui est équitable et inclusif. Il faut que le numérique soit intégré comme étant un levier d'appui pédagogique et bien sûr, comme ça a été dit, non de substitution. Il faut préserver ce rôle central de l'éducateur et le développement global de l'enfant. Alors pour cela, les objectifs que nous visons, c'est toujours de valoriser une approche ludique et attrayante. Il faut que l'intégration du numérique soit au service de cela. Le numérique, nous le voyons également comme étant un outil pour renforcer les apprentissages fondamentaux de l'enfant et aussi stimuler sa curiosité et sa créativité. Et là, je vais passer à quelques exemples concrets que nous avons développés. Et surtout, pour le moment, je parle de numérique plus d'IA et je vais y revenir par la suite. Nous avons développé tout un contenu digital au niveau de la fondation. Quand je parle de fondation, je vous rappelle, je parle des classes publiques. Donc, notre intention, c'est de pouvoir utiliser progressivement ce contenu digital au niveau de toutes les classes publiques que nous avons. Ce contenu est composé d'activités interactives sur les différentes dimensions, que ça soit bien sûr plus sur les apprentissages, cette partie, pré-mathématiques, de tout ce qui est lié à l'expérimentation également. Et ces activités interactives permettent de faire apprendre des notions de façon différente aux enfants. Et avec cette interaction, on peut aussi challenger un peu leur niveau. Ça vient, ils peuvent refaire des choses autant de fois que nécessaire. Et je rappelle que ces activités interactives sont faites sous la supervision de l'éducateur. Et c'est des moments particuliers. C'est pas une tablette qui est donnée aux enfants comme ça parce que il y a un moment vide, mais au contraire, c'est une activité qui est intégrée dans le programme pédagogique et ça vient renforcer des apprentissages que les enfants ont déjà vus pour aborder ces apprentissages de façon différente et ludique. Il y a aussi les chansons éducatives et les histoires numériques qui ont
également été développés pour soutenir aussi, surtout, comme vous le savez, tout ce qui est développement du langage chez l'enfant, de la mémorisation à force de pouvoir répéter, de voir des choses qui sont animées en couleur et de façon aussi différente. Et tout ça aussi vient renforcer son vocabulaire. On a également développé des vidéos de vocabulaire qui sont séparées pour insister sur certains termes, je dirais, certains mots qui reviennent beaucoup dans le préscolaire et qui viennent soutenir les apprentissages par rapport au projet pédagogique que nous menons dans les classes. Il y a aussi une application que nous avons développée pour les parents. Accélérer un peu. Oui, j'ai presque fini, Rokhaya, d'accord. Alors, le deuxième exemple, c'est l'application pour les parents. C'est une application que nous venons de développer. Nous l'avons testée avec quelques parents et nous avons l'ambition de pouvoir la généraliser à tous les parents. C'est pour qu'ils puissent, d'une part, suivre le progrès des enfants, leurs difficultés par rapport à certains aspects, et on met à leur disposition des activités qu'ils peuvent faire avec les parents, avec leurs enfants, pour renforcer l'apprentissage. Alors, comme vous voyez, et c'est ce que je veux dire, c'est que là, nous avons surtout beaucoup travaillé sur le numérique avec cet objectif de pouvoir accompagner les apprentissages des enfants. En matière d'IA, nous n'avons pas encore fait beaucoup. On est en cours de réflexion avec cet objectif de rendre certaines activités plus ludiques et surtout stimuler l'éveil et l'épanouissement des enfants. Vous l'avez dit dans les autres présentations, c'est que l'IA ne doit pas venir comme substitut ou, Rokhaya, tu l'as dit au début, c'est comme une deuxième nounou pour les enfants, c'est-à-dire qu'on leur donne un outil et on laisse tout seul. Donc, il faut que cette IA vienne soutenir des activités qui se font en classe et où l'éducateur a son rôle. Et je rappelle, et ça a aussi été dit, c'est qu'on ne peut pas le faire si on ne réfléchit pas à une très bonne formation des éducatrices et éducateurs. Et pour conclure, je vais pas m'arrêter sur ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'IA parce que ça ne touche pas directement à la classe, peut-être une autre fois, mais je voudrais souligner, ça a été dit par Manon, est-ce que cet outil, aujourd'hui, est-ce qu'on a de la data, parce que ça reste quand même des outils qui sont chers, et la formation également demande des moyens. Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de vraiment généraliser à l'ensemble des classes? Pour ce qui est de la fondation, de ce qu'on essaie de faire au Maroc, c'est qu'on a commencé par les outils numériques et en termes d'IA, on est en train de réfléchir parce que ça demande vraiment c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Internet of Toys, des jeux connectés qui sont encore en cours enfin, ils ne sont pas très disponibles sur le marché ou sinon les coûts sont élevés. Voilà, je vais rappeler que nous, on souhaite que le numérique et l'IA soient vraiment des leviers pour le développement global des enfants, mais surtout pas des substituts à la relation éducative. Nous avons commencé quelques expérimentations. Nous avons introduit la robotique pédagogique. J'en ai pas beaucoup parlé. Il n'y a pas beaucoup d'IA qui est intégré dans l'outil, mais c'est plus un outil pour accompagner un peu. Vous avez parlé un peu de codage, un peu cette logique chez les enfants, comment programmer l'outil pour faire deux pas. Et bien sûr, ça stimule et ça peut aider d'autres compétences, acquérir d'autres compétences comme le langage, parce qu'on lui dit va sur la case avec telle couleur, etc. Donc voilà, et je reste à votre disposition s'il y a des questions par rapport à cette expérimentation. Merci. Merci beaucoup, chère Nesrine, pour cette brillante présentation également qui mérite. Vous avez une étoile de plus sur le maillot marocain. Oh, donc, ce très beau peuple, voilà, ce très beau peuple, frère. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je voudrais maintenant voir en fait, le Maroc qui a déjà des actions concrètes, beaucoup de choses sur le numérique et qui essaie déjà d'ailleurs d'utiliser cette intelligence artificielle pour la formation des enseignants, donc une voie très ouverte dans la professionnalisation, à explorer, à renforcer, ça c'est très bien. Et nous voulons maintenant voir également un autre pays, le Congo, qui pourrait partager également
son expérience plutôt du point de vue des défis rencontrés et qu'est-ce qui aujourd'hui également bloque ou retarde l'utilisation ou la présence donc du numérique. Quelles sont les leçons qu'on peut apprendre également des expériences timides également qui viendraient d'autres pays. Nous avons Clémence. Je ne sais pas si Clémence est en ligne. Clémence Mouvama Lulendo. Si nous n'avons pas Clémence qui pourrait peut-être nous rejoindre plus tard, je passerai sans perdre du temps la parole à Gilles pour peut-être introduire les ateliers. Et si Clément revient, on lui donnera Clémence la parole vers la fin. Très bien, bon. Merci, merci Rokhaya. Alors, la question s'inscrit surtout dans un nouveau format qu'on essaie de mettre en place à travers cette coopération UNESCO-OMEP, qui est d'avoir une forme de participation plus importante de tous les gens qui sont dans les webinaires, et puis pour qu'il y ait des temps d'échange qui soient présents et qu'il y ait aussi un suivi. Donc, on inaugure, on va dire, un format avec deux salles séparées pour donner plus de temps d'expression et de capacité d'expression aux personnes, avec à chaque fois un animateur et un rapporteur sur chacune de ces salles. Et puis, on installe aussi une réunion de suivi qui aura lieu le 11 mars. Dans un mois et demi, dans un mois, 5 semaines à peu près, qui est pour de dire qu'en définitive, ça doit être que tu peux répondre. Qu'est-ce qu'on a fait du webinaire? Qu'est-ce qu'on a pu en faire? Comment ça se présente aujourd'hui, la question du numérique et de l'intelligence artificielle dans mon contexte professionnel? Donc, on a une séance on va dire, d'échange de pratiques qui sera mise en place le 11 mars et ce sera piloté par l'OMEP Maroc, bien sûr. Et donc, tous les participants aujourd'hui sont invités à s'y inscrire. Donc, pour ce faire, on vous invite à mettre votre mail dans le chat. Tout simplement en disant, voilà, vous mettez votre mail dans le chat et ça veut dire qu'on vous adressera une invitation pour participer à cette réunion de suivi qui n'est pas destinée à tout le monde, elle est destinée à ceux qui auront été présents aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est donc la question, c'est aujourd'hui, mais comment, dans mon contexte professionnel, se présente la question du numérique et de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que je peux en faire? Quels sont mes obstacles? Quels sont les atouts que je peux avoir et quelle pourrait être ma feuille de route, en définitive, pour les semaines et les mois à venir? Donc, nous avons croisé deux salles. Donc, Mercedes pilotera l'une des deux salles et puis c'est Nina qui pilotera la seconde avec des rapporteurs qui sont d'un côté Denis Ouin parce qu'on a libéré notre ami Manon qui était prévu au départ et nous avons Sebla qui est ici, qui est parti déjà dans sa salle là-bas, qui fera le rapport là-dessus. Donc voilà les questions qui vous sont posées. C'est surtout un temps d'expression pour poser les problèmes et pour pouvoir les partager. Et vous allez être automatiquement donc transféré sur les deux groupes et après vous allez être encore ramené automatiquement dans la grande salle de plénière. Ça, c'est aussi encore une fois la magie de la technologie qui le permet. Donc on est pour 20 minutes. Donc nous en avons jusqu'à 15h. 20, on va dire, jusqu'à 15h20. Et on sera automatiquement ramené dans la grande salle pour les derniers moments. Très bien. Merci. Donc, merci aux techniciens de nous séparer.
C'est juste là, tu parles de berger. C'est tout, tu as fait un temps tout à l'heure. Et moi, c'était comme là-bas.
E fanno le tanche in cosa vediamo perché mi sono io con io penso che non sento anni in caso di non sapere io vado a problema perché proprio non va sempre che da fattura di allora vai di qua io
On a ouvert. Parce qu'on a refusé l'accès à la caméra. Le micro. Mais au moins, je devais écouter. Oui. Oh, attends, on va augmenter le volume sur on vient plus. Levez la main. Oui. Participants, tout ça affiché. Levez la main. Les participants sont où? Participants. Uh-huh. Levez la main quand vous avez besoin de dire un mot, tapez là-bas. Les participants Clément sont. Soumbois, moi je suis là. Ah, ils vous écoutent. Mais comment la caméra est bloquée? Ils ont fait ça sur un moi. Levez la main. Ah non. Levez la main, vous avez besoin de dire quelque chose. Mais oui, mais il faut que je dise que je suis là. Uh-huh. La main est déjà levée. Uh-huh. Donc là. Bonjour, Clémence Mvoama est en ligne. Mais le micro est fermé. Oui. Comment? Le micro est ouvert. Caméra. Caméra, donne-moi l'accès. La caméra, on a refusé l'accès à la caméra. C'est pas des images. Mais je n'écoute rien. Et ça, c'est Pélagie qui parle. Moi, je n'entends rien. C'est avec les écouteurs. Ah oui, avec les écouteurs, vous pouvez tout entendre. Non, je n'ai pas les écouteurs. Il faut me soumettre les écouteurs que j'avais là déjà. Je les avais pris. Merci Anna pour euh, le Désolée, on a commentaire été était coupé en coupé, fait, mais bon, oui. Mais ce oui. que je vais faire, je vais mettre dans les chats, je vais mettre les liens au rapport j'aime, ou si bien quelqu'un voulait faire. Comme ça, au moins, on peut voir un peu où on en est, quelles sont les politiques, les recommandations qu'on a données aussi pour que la fracture numérique puisse être comblée, hein, parce que c'est un problème fondamental, en fait, quand on parle d'accès équitable. On parle d'accès équitable et meaningful en anglais. On parle plus que d'accès équitable, mais en fait d'accès qui a un sens. Donc, il faut en parler aussi de ces conditions. Désolée, Ange, d'avoir pris la parole, mais on a été coupé.
Oui, c'est vrai. Désolée pour ça, Anna, le temps est parti. Oui, non, mais je sais, ne t'en pas, Rokhaya, c'est... Désolée. OK. Donc, oui, on va essayer donc de poursuivre rapidement. Je suis certaine que les discussions ont été très riches dans les ateliers avec beaucoup d'expériences partagées, des questions qui sont encore là, qui vont demeurer encore le temps qu'on ait suffisamment de recul pour pousser un peu les décideurs vers les prises de décision. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à un cadre réglementaire à mettre en place pour l'usage des nouvelles technologies. Il y a un cadre réglementaire, oui, pour réglementer les temps de présence devant les antennes. Il y a certains pays qui commencent déjà à légiférer sur ces questions. Par exemple, pas d'écran avant les 3 ans, mais une loi, c'est une chose. Avoir également les moyens de surveiller derrière et de faire, c'est tout autre chose. Donc ça peut être là, mais personne ne va rentrer non plus dans les maisons pour aller voir à quelle heure, etc. Donc c'est des choses qui prennent du temps à venir. Je pense que le changement viendrait aussi très largement des sensibilisations, donc de discussion, de communication sur les éléments positifs, les éléments négatifs, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer, comment il faudrait s'entendre, etc. Mais il est sûr, c'est clair, évident également qu'il y a des gains à tirer par rapport à ces outils, à leurs usages, et surtout l'intelligence artificielle aujourd'hui peut être un allié de taille aussi par rapport aux professionnels de la petite enfance. On rêverait d'avoir aujourd'hui, surtout dans les zones effectives pléthoriques, si les conditions énergétiques suivaient, si les conditions également de connexion étaient là, qu'on puisse avoir une autre forme d'assistant à l'éducateur ou à l'éducatrice qui, pendant un moment, selon une réglementation bien définie, je ne suis pas en train de dire qu'il faut remplacer ou bien permettre à l'éducateur d'avoir les doigts de pied en éventail. Je suis juste en train de dire une possibilité d'avoir peut-être, pendant qu'on est en train de faire une activité, l'usage de la technologie pour pouvoir contenu développé stratégiquement, régulé, contrôlé, etc., et qui ont encore des traits, des connexions avec ce qui se trouve dans le curriculum. Donc, plusieurs formules qui pourraient être là à ce niveau-là. Mais nous allons écouter très rapidement les deux groupes, nous faire l'économie de leur discussion et nous passerons peut-être à des rendez-vous prochains. Alors, c'est blanc. Merci beaucoup, Rokhaya. Merci tout le monde pour la discussion. On était dans la Breakout Room 1 et on avait vraiment une vision globale parce qu'on a vu que il y avait entre 3 pays qu'on a discuté, il y avait vraiment une différence entre les pays. On s'est vu que numérique et intelligence artificielle posent beaucoup de questions sur le niveau d'intégration, niveau de comment le ministère peut intervenir pour faire la meilleure utilisation. Donc, on s'est vu à Maroc, le ministère a décidé de faire une intervention pour régulariser l'utilisation du numérique et IA, et parce que c'était un choix politique de cadrer l'utilisation de l'IA. Et un autre exemple du Canada, ça montrait que c'était vraiment, il y avait beaucoup d'applications qui étaient développées et qui étaient utiles pour l'éducation des petits-enfants, mais en même temps, il y avait beaucoup de questions sur comment ces data, des données sont partagées, la protection de gouvernance d'hébergement de données, et c'était vraiment une question importante qui s'imposait au niveau du ministère. Et on a vu une différent cas vraiment différent dans l'Afrique centrale que monsieur, désolée, je me rappelle pas le prénom, mais monsieur, il nous a dit que dans la République africaine, les enseignants même peuvent pas accéder aux outils de Internet, l'ordinateur, ou ne connaissent pas maîtriser comment utiliser cet outil pour l'éducation de petits enfants, et comment on pouvait parler de IA, les choses comme ça, même c'est le base, c'est pas le cas. Donc on a vu, c'était vraiment différent partout, et je pense que l'intervention doit être aussi, on s'est dit
avec Mercedes et Anna, on s'est dit, on doit parler d'égalité quand on parle de ce sujet-là. Très bien, c'est clair. L'équité restera au centre vraiment donc de tous les débats. Je passe maintenant la parole à Nina. Oui, et je voudrais passer la parole à Denis qui a pris note. Denis, je t'en prie. Oui, voilà, merci Nina. Bonjour à tous. Donc, notre groupe s'est intéressé à la question quelle stratégie mettre en place pour utiliser pertinemment l'intelligence artificielle en contexte professionnel. Alors, ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est qu'il y avait consensus sur deux idées. La première, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas une solution, mais un moyen à utiliser avec précaution. Et puis, le second, c'est que euh, l'outil doit rester une une assistance à l'éducateur et bien sûr la relation humaine est au centre de tout. En partant de là, nous nous sommes centrés plutôt d'ailleurs sur les risques et les enjeux éthiques et politiques liés à ces risques et puis aux conditions à mettre en place pour borner, cadrer le développement de l'intelligence artificielle dans la petite enfance. Alors, avec des interventions de différents pays, hein, de mémoire et un peu rapidement, la Belgique, le Maroc, la France, Burkina Faso et puis la Côte d'Ivoire. Alors, je vais globaliser sur les propositions qui ont été faites. Euh, il y a eu notamment cette idée, premièrement, de la nécessité d'un cadre qui permette ce développement. Une proposition a été notamment que les équipes mettent en place des chartes d'utilisation pour qu'il y ait au moins un cadre partagé au sein des équipes professionnelles. Avec notamment cette idée qu'il peut y avoir des risques d'utilisation non pertinente entre professionnels, ceci a rapporté au coût énergétique de l'efficience, enfin de cette utilisation. Ensuite, on a eu toujours sur cette question du cadre l'importance aussi d'une politique publique qui réglemente l'utilisation. Bon, ce point-là a été un peu moins développé. Un troisième point a été un peu plus marqué, notamment dans deux interventions, c'est la nécessité du temps. C'est-à-dire quel temps accorder à un enfant devant un écran avec le risque de surexposition que l'on voit de plus en plus se développer. Voilà, on est plus ici dans l'utilisation éthique et qui rejoint d'ailleurs un quatrième point sur les risques qui est comment contrôler l'utilisation des outils numériques dans les familles. En tout cas, la question a été posée du point de vue des professionnels. Il me reste peut-être un dernier point à évoquer, c'est celui qui a été abordé, mais là aussi très rapidement, c'est la question de faire rentrer l'intelligence artificielle dans la formation des professionnels et comment en faire un outil pertinent de développement professionnel. Voilà, brosser un peu rapidement. Encore une fois, notre groupe avait à la fois une compréhension forte des enjeux liés à l'utilisation et puis surtout une réflexion sur quel cadrage pour le développement au regard des risques et puis des enjeux éthiques et politiques. D'accord. Merci beaucoup, Denise, pour également ce partage des réflexions du groupe 2. On peut tous voir comment ça a été intéressant, les discussions, et certainement le temps est très, très court pour rendre justice à tout ce travail-là. Nous allons continuer. Nous profitons pour rappeler que cette série de webinaires s'inscrit également dans le cadre d'une communauté de pratique que nous avons en place avec plusieurs sessions qui vont nous permettre de discuter sur plusieurs thématiques qui aujourd'hui sont assez brûlantes pour la petite enfance. Nous allons le faire en traversant avec
plusieurs pays, sur plusieurs thématiques également. C'était dommage qu'on n'ait pas eu la chance d'écouter Clémence qui devait également nous entretenir de l'expérience du Congo. Nous allons lui demander d'ouvrir sa caméra, comme ça on verra parce qu'elle est là, elle a eu quelques soucis technologiques. Nous prenons rendez-vous également avec elle donc pour pouvoir intervenir dès les prochaines rencontres, mais nous pouvons quand même lui donner la parole pour un petit mot, 1 minute avant qu'on se dise au revoir et qu'on se fixe les autres échéances. Merci Clémence. Clémence? Oui, bien, merci beaucoup. Je vous ai rejoint un peu en retard parce que je n'étais pas connectée avant. Mais j'avais envoyé une vidéo chez Gilles dans son WhatsApp où j'ai expliqué ce que nous faisons au Congo depuis 2022. Mais nous avons commencé déjà à installer les salles de classe primaire et on a déjà formé les encadreurs, 50 encadreurs. Nous avons formé les enseignants. Nous avons déjà formé les enfants également. Nous avons 8229 élèves qui sont déjà formés. Et dans ces salles-là, les salles sont occupées par 10 ordinateurs avec imprimante, un projecteur et un routeur pour la connexion. Mais nous sommes encore dans nos débuts. Nous vous remercions parce que vous nous avez écoutés. Prochainement, on pourra être plus explicite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clémence. Et encore une fois, toutes nos excuses pour les aléas techniques. Nous signalons également la présence de Richard parmi nous et aussi rassurons que sa vidéo pourra être partagée avec l'ensemble des participants à cet atelier-là et qu'il est sous nos radars pour son intervention à la prochaine rencontre. Richard? Merci d'être là avec nous. Merci, chers collègues, d'avoir participé brillamment à cet atelier-là. Nous nous donnons rendez-vous dans 1 mois et nous allons vous communiquer très rapidement toutes les informations par rapport à la prochaine séance. Vous trouverez les présentations et d'autres ressources qui pourraient être utiles dans l'espace qui va être partagé également avec vous tous. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, merci. Ah, très bien. Au revoir, merci bien.